Bonsoir messieurs. Un panel électricité et eau. Nous avons eu l'occasion de voir la notation inaugurale de la Régie des eaux. Et l'exercice continue actuellement pour finaliser la notation de l'ASNEL. Donc, je vais naturellement commencer par le directeur général de la Régie des eaux, Monsieur Chilumba. Quelle est votre réaction de façon globale à ce rapport et surtout, derrière ce rapport, quel est le modèle économique que vous visualisez pour la Régie des eaux? Bon, merci pour la question. Je crois qu'il est de bonne politique qu'une compagnie publique soit notée parce que, qu'on le veuille ou pas, ça nous force d'améliorer les performances de gestion pour que la notation de l'année prochaine soit meilleure que celle de cette année. Et je peux vous confirmer notre engagement à faire mieux l'année prochaine pour que la notation soit de loin meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. C'est notre engagement, c'est notre détermination. Mais la chose que je peux dire, c'est que la Régie des eaux, comme toutes les compagnies du portefeuille de l'État, nous avons les mêmes difficultés. Les difficultés qui sont liées à l'écosystème sur le plan macroéconomique, mais aussi les difficultés qui sont liées à nos propres problèmes, un peu de la microéconomie en interne. Sur le plan écosystème national, il est très difficile que les compagnies de l'État puissent avoir des performances qui peuvent les élever à l'échiquier continental. D'abord parce que il y a une très grande confusion entre établissements publics et compagnies commerciales. Une compagnie commerciale, pour le cas de la Régie des eaux, je vise avant tout le profit. C'est très important qu'on fasse la différence. Je n'ai pas l'obligation d'aller dans le village de tout Congolais pour y mettre de l'eau. J'ai d'abord l'obligation de faire du profit. C'est l'obligation du gouvernement congolais de donner de l'eau à tout citoyen congolais ou de créer des conditions pour que l'investissement privé puisse, n'est-ce pas, investir dans l'infrastructure pour que chacun ait de l'eau. Si le gouvernement nous subventionne pour donner de l'eau à tout citoyen congolais, ces subventions seront mesurées à la hauteur économique pour que nous puissions continuer à faire du profit. À ce jour, la Régie des eaux ne fait pas de profit parce que, comme je le disais, l'écosystème est très compliqué. D'abord, l'État ne paye pas ses dettes. Nous sommes une compagnie de 150 millions de dollars de revenus. L'État consomme près de 40% de notre chiffre d'affaires et l'État ne paye pas sa facture. Et comme l'État ne paye pas sa facture, nous avons des obligations sur la masse salariale, nous avons des obligations sur le coût d'exploitation, nous avons des obligations fiscales, lesquelles obligations fiscales sont demandées même sur ce que l'État n'a pas payé. Donc vous pouvez vous imaginer, j'ai fait 150 millions de revenus virtuels, donc en réalité je n'ai que 70 millions ou que 75 millions, et quand j'ai déduit toutes les taxes, en virtuel, on me demande de payer les taxes sur même ce que l'État n'a pas payé. C'est quand même un problème. Si on veut que ces compagnies aillent de l'avant, il faut qu'on change les choses. La deuxième chose, il y a dans le pays un peu du passé, j'espère que les choses vont s'améliorer, une culture qui doit changer. Comme je l'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent depuis que moi je suis à la tête de la Régie des eaux il y a 6 mois, il est très difficile de construire de la valeur quand il n'y a pas d'intégrité. On va tourner en rond comme on a tourné en rond pendant 60 ans. On ne va pas réaliser de la valeur quand il n'y a pas d'intégrité. Donc la transformation que nous amenons à la Régie des eaux, elle est d'abord une transformation culturelle. Il faut construire des nouvelles valeurs. Il faut recréer la mission. Il faut que les gens intègrent ces valeurs et qu'ils vivent ces valeurs au jour le jour. Donc moi je suis très optimiste parce que la transformation est très profonde. Nous sommes à 150 millions de dollars aujourd'hui avec un net négatif. Je crois que dans 5 ans, mon objectif, c'est d'arriver à 500 millions de dollars avec des profits entre 15 et 20%. En bref, c'est ça que je peux vous dire comme réaction à chaud sur la notation de la Régie des eaux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Chilumba. Donc c'est très clair. 150 millions de dollars aujourd'hui, 500 millions de dollars dans 5 ans, vous avez besoin de vous transformer, une transformation culturelle, et vous avez aussi besoin que l'État paye ses dettes.
C'est très clair, c'est bien noté. Absolument, l'État doit payer, mais nous devons innover pour rendre la contribution de l'État insignifiante. Donc, parmi les politiques que nous avons à la Régie des eaux, d'abord, nous allons continuer à engager l'État pour que l'État paye ses factures. Nous avons un programme des compteurs prépayés que nous allons installer même dans les institutions de l'État pour que chacun qui consomme de l'eau puisse payer, et l'État va nous aider. L'État est très engagé. Le ministre des Finances, j'ai eu une très bonne conversation avec lui. Il nous encourage beaucoup dans cette politique. Le ministre d'État, le ministre du Budget nous encourage beaucoup dans cette politique, et bien d'autres autorités de ce pays. Et nous trouvons ça très positif parce qu'ils comprennent les difficultés que nous avons. Mais aussi, il y a un problème avec les tarifs de l'eau. Nous ne pouvons pas continuellement vendre de l'eau moins cher que le coût de revient. Si je produis de l'eau à 1,25 $ le mètre cube et que l'État me force à vendre à 600 francs congolais le mètre cube, chaque mètre cube d'eau que je mets sur le réseau, je perds de l'argent. Donc c'est si simple que ça, la gestion elle est aussi simple que ça. Donc il faut absolument que je couvre mes coûts d'exploitation et que je puisse aussi faire un peu de bénéfices. Donc il y a beaucoup de discussions dans ce sens. Quand j'ai dit que je vais réaliser 500 millions de dollars dans les 5 années qui viennent, ce ne sont pas des chimères, ce sont des choses, à mon avis, très faciles à faire et on va le faire. Merci. Très clair. Merci beaucoup, M. Chilumba. Monsieur Luamba, je veux arriver vers vous. Donc, pour des sociétés dont l'activité est d'utilité publique, dans quelle mesure le modèle économique est-il soumis à des priorités d'ordre non commercial, telles que l'élargissement de l'accès à l'électricité? Globalement, quelle est votre vision, quel est votre modèle pour la SNEL? Merci beaucoup. Je pense qu'avant de répondre, je reviendrai un tout petit peu sur ce que le DG David a dit. C'est vrai que sur le point de vue commercial, aujourd'hui, la SNEL dans son ensemble est à une phase de mutation où nous sommes en train de faire nous avons une ambition d'aller vers une digitalisation pour récupérer un peu plus d'accès sur nos abonnés. Mais les difficultés que nous avons en amont, avant de pouvoir améliorer tout ceci, il y a certaines contraintes que nous avons, notamment la pression fiscale, telle que l'on l'a si bien démontré, où la structure de prix que nous avons ne reprend pas l'intégralité des taxes non fiscales. Et ce qui fait que quand nous encaissons généralement, nous subissons pratiquement une décapitalisation nette parce que nous couvrons la différence de ce que nous n'avons pas reçu. Ça, c'est un élément majeur. Un deuxième élément pour nous aider à mieux commercialiser, il y a un élément qui nous freine un tout petit peu, c'est la commande publique. La loi sur le marché public aujourd'hui est pour nous à un moment un goulot d'étranglement pour essayer d'améliorer notre taux de récupération commerciale. Dans quel sens? Il arrive de fait que quand nous voulons engager une dépense qui pourrait aider à améliorer nos conditions de travail, nous sommes plafonnés. Et ce plafonnement fait en sorte que nous ne sommes pas en mesure directement à pouvoir agir dans l'acquisition qui ne nous rend pas concurrentiels avec les autres secteurs. Par exemple, vous avez un tiers quartier qui est en pénurie d'un transformateur. J'ai besoin de satisfaire ma clientèle et dans l'entretemps, je suis dans l'incapacité de réagir directement parce qu'il y a des contraintes de la loi qui demandent à ce que j'ai un avis de non-objection qui peut arriver 2 à 3 semaines plus tard. Ça veut dire, pour arriver à mieux améliorer mes conditions commerciales, il faudra d'abord que l'on refasse le manuel de procédure qui est pour nous une contrainte dans l'acquisition. Parce que le commerce, il y a l'aspect concurrentiel, mais si le verrou de l'acquisition est toujours posé, nous aurons du mal à être concurrentiels. Ça, c'est un fait. Pour améliorer aussi le secteur commercial, nous voulons passer à la digitalisation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à la SNEL, nous avons un cycle commercial qui est très long. Nous avons la consommation de notre clientèle pendant 30 jours. Nous avons 8 jours pratiquement des prélèvements d'index, 8 jours de facturation et de conciliation des factures. Ça fait 45 jours. Et dans les 45 jours-là, moi, en fonctionnement, au 21e jour, j'ai des incompressibles à supporter. Je me retrouve à cette date sans encaissement et je deviens tributaire des banques commerciales qui peuvent facilement m'aider à le faire, mais la valeur est juste perdue 15 jours après parce qu'ils récupèrent ses intérêts. Une fois que l'on refait ce cycle plusieurs fois en une année, vous voyez que la société est en train de perdre beaucoup. Alors, ce qu'il faut faire actuellement, c'est qu'il faut passer par la digitalisation
du paiement. Et c'est le cheval de bataille que nous avons lancé pour que nous puissions instaurer le système de la télé-relève sur l'ensemble de notre clientèle. Commencer d'abord avec la clientèle la plus importante, ça veut dire la HT. Parce qu'aujourd'hui, 70% du chiffre de la SNEL revient à 60 clients achetés. Et ces 60 clients, aujourd'hui, si nous arrivons à digitaliser, à avoir le retour d'informations sur la facturation en temps réel, nous allons tout de suite annuler les 15 jours supplémentaires d'index et de facturation. À ce moment-là, nous allons garder un cycle de 30 jours que nous allons postposer pour le mettre à l'intérieur de notre cycle calendaire. On peut partir du 15 au 15 pour avoir ces encaissements rapides. Et une fois que nous aurons fait cet exercice que nous avons lancé déjà, ça va permettre d'abord d'optimiser les recettes actuelles. Nous parlons de quel niveau de recettes lorsque vous parlez de la digitalisation pour optimiser les recettes? Vous pensez passer de combien à combien? Voilà, aujourd'hui c'est ce qui est faisable. Nous sommes en train de facturer. Par exemple, en attente de facturation, aujourd'hui sur la HT, nous avons 80-85% de retour. Ça veut dire que si nous avons la digitalisation, nous allons récupérer ce gap de 15%. Le plus important serait à la basse tension, parce que quand nous allons mettre des compteurs intelligents, nous avons un taux de récupération commerciale aujourd'hui de 30%. Et ça va faire 70% de plus, qui permettra ainsi à avoir plus d'encaissement. Donc en termes des ratios, c'est 15% sur la HT et 70% des récupérations en basse tension. Très clair. Merci beaucoup, monsieur Luamba. Si nous arrivons vers le secteur privé, par exemple, monsieur Cagnoni, quelles seraient les opportunités existantes pour les sociétés du portefeuille de l'État en matière de partenariat avec des entreprises privées nationales et en l'occurrence ici dans le secteur électrique? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord préciser dès le départ que certains d'entre nous travaillent déjà avec la SNEL. Nous travaillons avec elle sur plusieurs dossiers, notamment voir comment est-ce qu'on peut réhabiliter par exemple les lignes de transport ensemble. Et j'ai une société avec mes autres pairs congolais où nous importons l'énergie aussi de l'extérieur et qui passe par la SNEL et qui transporte cette énergie-là vers nos clients cibles qui sont les miniers. Mais moi, je voudrais quand même, on ne peut pas parler de l'énergie sans en faire un tableau très brièvement qui soit le plus clair possible. Nous avons aujourd'hui un taux de desserte d'énergie au niveau national qui est à peine de 9%. 9%. Et si on considère les 9%, on le compare au potentiel, un mot que je n'aime plus beaucoup parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a parlé du potentiel depuis pratiquement plus de 30 ans. Il faut qu'on voit un peu comment on doit aller de l'avant. Les potentiels, on doit le matérialiser pour que les gens les sentent. On a une couverture qui représente notre potentiel de 3%. Pour être très concis, depuis 36 ans, il n'y a pas eu de grands investissements dans les secteurs de desserte de l'énergie. Donc depuis Inga, il n'y a rien qui s'est passé. Alors, quand vous posez la question, nous les privés, comment est-ce qu'on peut travailler avec eux? Nous, on a une approche qui est tout à fait différente. J'ai suivi avec beaucoup d'attention ce que les DG ad interim étaient en train de dire. Il y a beaucoup trop de problèmes. On ne peut pas aller nous engager à aller dans un partenariat avec une entreprise qui ne répond pas à certains préalables. Je voudrais quand même, juste pour vous faire une illustration, je vais essayer un peu d'être bref. Nous avons aujourd'hui une capacité installée actuellement à ce jour de plus ou moins 2760 mégawatts. Mais ce qui est livré en réalité, sous peut-être contrôle du DG, peut-être qu'il a des chiffres qui sont les plus précis, nous sommes dans une fourchette de 1400, 1500, 1800 actuellement. Bon, ça évolue. Alors, si je compare avec d'autres pays, je prends un pays par exemple comme la Côte d'Ivoire. On a aujourd'hui, disons, je commence par l'Éthiopie qui est un bel exemple où il y a une volonté politique pour aller de l'avant. Ils ont déjà plus de 4000 mégawatts aujourd'hui. En Angola, ils ont 3800 et d'ici là, ils ont 2172. Pourquoi j'insiste par rapport à l'Angola? L'Angola est en train d'investir lourdement, mais en se disant, voilà, les trop que je vais produire, je vais les renvoyer en RDC. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Et la Zambie fait 2700, mais elle est en train de travailler sur 2400. Donc bientôt là, la Zambie aussi sera plus ou moins dans une fourchette qui dépasse 5000 mégawatts. Ce qui représente quasiment le double de ce que nous avons aujourd'hui. Bon, je voudrais m'arrêter à ce pays-là qui sont nos voisins immédiats. Je voudrais vraiment qu'on fasse très attention. Inga, 44 000 mégawatts. Et là, on a besoin de suffisamment de volonté politique. Volonté politique qui soit claire.
Nous avons eu à l'époque la Chine et quelques Espagnols qui avaient beaucoup d'ambition de ce côté-là. Récemment, nous avons eu les Australiens qui sont venus aussi. Mais comment maintenant arriver à nous dire, voilà, on a des grandes opportunités, on a des gens qui ont un intérêt réel par rapport à notre pays. Comment il faut matérialiser ça? Ça va même au-delà de nous. Vous avez suivi, Madame Koulé, dernièrement, le débat qu'il y a eu à Paris, où le président, pratiquement, Ramaphosa, est devenu l'avocat des Inga. C'est pour vous dire que tout le monde a besoin de cette énergie-là. Mais il y a des préalables, des études qui soient les plus bien ficelées, et vraiment, comme on dit en anglais, state of the art, élever des financements. C'est laborieux. C'est ainsi que certains d'entre nous, quelques Congolais, se sont décidés de se jeter à l'eau. Il y a ici au niveau de Kinshasa, nous avons un de nos compatriotes, Yves Kabongo, qui est en train de travailler sur les rives de Kinsuka ici à 930 pour 930 mégas. Il y a M. Eric Monga qui travaille sur un projet au niveau de l'espace Katanga, où il est en train de travailler sur un projet de 250 mégawatts. Et moi-même, à travers notre projet Tembo, 150 mégawatts. Ce qui va vous faire sourire, c'est quoi? Nos 3 projets qui milent aujourd'hui vont pratiquement se retrouver dans ce qu'aujourd'hui le pays produit. Mais on est habité à des difficultés. Quelles sont ces difficultés-là? D'abord, la législation. J'ai saisi cette occasion-là parce que je vois qu'un autre administrateur délégué est ici aussi. Nous avions envoyé une certaine correspondance au niveau du gouvernement pour que les décrets du Premier ministre qui nous avait donné quelques facilités en termes d'importation sur la TVA et même par rapport au projet qui soit renouvelé. Il est déjà, comme on dit, arrivé à échéance depuis longtemps et c'est très très important parce que c'est ça qui peut nous motiver d'aller de l'avant. Le deuxième élément qui pourra peut-être nous permettre même d'envisager les partenariats avec les secteurs publics, c'est nous rassurer aussi que nous pouvons lever de l'argent. Nous avons des projets qui sont déjà en maturation, mais il y a encore les components, comme on dit, finance. Et de ce côté-là, on a besoin, Monsieur le ministre, peut-être que vous aussi au niveau du gouvernement, vous puissiez, par exemple, pousser les miniers à donner des PPA. Donc moi, je reste convaincu qu'on peut aller de l'avant le plus rapidement possible, mais on doit impérativement, comme on dit, to think out of the box. Et je vais terminer par là. Ça me fait plaisir de voir mes 2 prédécesseurs ici, pour des raisons essentielles. Ils sont tous jeunes, donc porteurs de réformes. Je m'aligne 100% à ce que vous avez évoqué. C'est rare de voir quelqu'un du public qui parle des valeurs d'éthique. Ça fait partie de nous, nos valeurs au niveau du secteur privé. Ça, c'est une très bonne chose. Nous travaillons étroitement avec les DGA. Il faut, comme on dit, si vous me passez l'expression, taper dans la fourmilière. Vous devez engager des réformes qui soient les plus courageuses. Et je pense que vous avez l'avantage aussi d'avoir été exposé au secteur privé, beaucoup d'entre vous. Il y a moyen d'aller de l'avant. Donc il faut vraiment taper dedans, mais sans ménagement. Sinon, si vous allez en étant politiquement correct, bon, écoute, on prendra encore 20 ans pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cagnoni. C'est très clair, excellence. Donc on vous lance une petite information. Il y a besoin d'une volonté politique et il y a besoin d'une législation plus accommodante pour permettre aux opérateurs dans le secteur de l'énergie de pouvoir se développer. Merci, Monsieur Cagnoni. Alors, Monsieur Gomez, je vais un petit peu vous poser la même question. Pour vous, quelles opportunités existeraient en fait pour des sociétés du portefeuille de type Régie des eaux ou SNEL en termes de partenariats internationaux avec le secteur privé? Très bien. D'abord, il faudrait que je félicite l'initiative d'avoir fait la notation d'une entreprise publique, puisqu'après tout, à un moment donné, en dehors de la nécessité de mettre de l'ordre dans la compagnie, elle aura besoin de capital. Et pour avoir du capital, il faut être plus ou moins noté pour que vous puissiez aussi suivre la progression. Donc je pense que c'est vraiment cette décision et cette conférence est vraiment très innovatrice, puisque je pense que quand on analyse le risque, il ne s'agit pas seulement de faire une analyse du risque, mais de connaître le risque. Il faut connaître le risque congolais. C'est ce qu'une Standard & Poor's ou d'autres entreprises parfois ont du mal à connaître. Il faut connaître le risque congolais et je pense que c'est vraiment un take-away qui serait important de prendre. Et je félicite Bloomfield pour pouvoir s'engager là-dessus. Alors, je pense que pour vraiment qu'il y ait ces opportunités, il faut aussi que l'État soit assez entrepreneurial. Et je pense pour ça, dans le côté entrepreneurial, c'est de laisser une certaine liberté à l'institution pour qu'elle puisse, par exemple,
ne pas tourner autour de cette question de procurement qui est un problème, et de mettre sur tous les aspects de gouvernance pour être sûr que tout va bien dans la gestion de l'institution. Mais il faut lui donner une plus grande flexibilité pour qu'elle puisse s'attacher avec d'autres entités qui, forcément, ne peuvent pas être totalement du secteur privé. Je pense que dans nos pays où le marché n'existe pas pour pas mal d'opportunités, il y a de la place pour des joint ventures entre le privé et l'État pour combler d'autres partenariats avec le secteur de l'énergie. Je verrai par exemple s'il y a une composante importante dans la transmission pour laquelle l'État peut avoir une joint venture avec une autre entité pour pouvoir travailler, pour monter tout ce qui est nécessaire pour la transmission. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé beaucoup de la consommation, mais il faut augmenter la production et il faut transporter. Je pense que le plus grand challenge qu'il y aura pour des pays comme l'Angola et la Zambie, c'est la question de transformer, transporter. Et en Angola, ils ont beaucoup produit en ce moment. Il y a beaucoup de production en solaire et autres, mais la question du transport est très importante. Mais pour compléter ce que je veux dire, je pense que dans nos pays, étant donné que dans pas mal de secteurs, dans le secteur privé, il y a besoin qu'on crée le marché. J'aime bien donner l'exemple de quelque chose auquel j'ai été impliqué depuis le début, qui est dans l'aérien, avec Askai, que beaucoup d'entre vous connaissent ici, qui il y a quelques années, avec une personnalité qui est au Togo, qui est le fondateur d'EcoBank, il m'a invité avec d'autres personnes pour que nous puissions monter Askai. À ce moment-là, tout le monde disait que non, il ne faut pas toucher à ce secteur, il n'y a rien à faire. Nous avons décidé de le monter avec une méthode dans laquelle le privé et le public a été associé. Le public, ce sont certaines des banques publiques en Afrique de l'Ouest, mais nous avons été prendre Ethiopian Airlines, qui est une entité d'État qui fonctionne. En ce moment, Ethiopian Airlines et Askai sont les deux seules compagnies profitables dans l'aérien en Afrique. Ce sont les deux seuls. Askai, l'année dernière, a fait à peu près 25 millions de dollars de net income. Donc je reviens là-dessus parce que je pense que dans cette idée du portefeuille de l'État, il y a de la place pour des réformes à l'intérieur, mais il y a de la place pour rajouter des entreprises qui pourraient être sous le portefeuille en joint venture avec des privés et des éléments du public parce que le marché n'existe pas. Et quand le marché n'existe pas, il faut le créer. Il y a des pays comme Singapour que jusqu'à présent, dans le portefeuille d'État, vous verrez encore des entités dans lesquelles l'État détient 10, 15, 20%. Donc je voulais rajouter ça. Il y a une connexion peut-être un peu prématurée avec les réformes de la SNEL et de la Régie des eaux, mais je pense que c'est important que dans la réforme qu'il va y avoir et de tous les efforts qui ont été faits en DRC, que vous preniez en compte que l'État devra être entrepreneurial, qui devra avec le privé créer de nouvelles boîtes qui pourront renforcer ce qui se passe dans l'eau ou dans l'électricité. Merci beaucoup, Monsieur Gomez. Vos Excellences, donc on prend bien note le besoin d'un État beaucoup plus entrepreneurial, le besoin de réformer plus et le besoin de créer des marchés inexistants, notamment à travers des JV. Merci beaucoup, Monsieur Gomez. Monsieur Mabiala, si je revenais plus ou moins sur la même question que Monsieur Gomez, de façon un peu plus haut niveau, comment, selon vous, les sociétés du portefeuille de l'État peuvent contribuer à maximiser la réalisation du potentiel de la RDC? Merci, Madame. Il va falloir noter et constater que les sociétés du portefeuille aujourd'hui, sauf erreur de ma part, sont parmi les sociétés qui détiennent les actifs les plus lourds et les plus valorisés en RDC. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je crois qu'un des intervenants a martelé dessus, c'est l'élément relatif au personnel en place. C'est vrai, ce personnel est vieillissant, mais en même temps, ce personnel est doté d'une grande expertise. Vers les années, je crois, 80 ou 70, il y a un président africain qui a visité, je crois que c'est vers les années 80, qui a visité le site d'Inga et qui était étonné en posant la question qui assure la maintenance de ces turbines. Quand on lui a présenté les Congolais, il était étonné de voir que c'était des Congolais qui maintiennent les turbines.
La Banque mondiale ainsi que la Banque africaine ont investi à travers le projet PM2 et SAPMP un peu plus d'1 milliard sur la réhabilitation des turbines et des lignes. Et quand vous observez tout ce qui s'est passé, les Congolais ont travaillé activement dans ces réhabilitations. Je pense, à mon avis, qu'il faut capitaliser l'existant avec le personnel et les actifs ainsi que tout ce qu'il y a eu comme infrastructure. Mais il va falloir en même temps, puisque la gestion au fil du temps a montré que l'exploitation est en train de subir des coûts avec ce que l'État doit, avec des infrastructures qui sont en train de s'amenuiser avec le temps. Les 1775 MW d'Inga 1 et 2, aujourd'hui, nous avons le même âge que Inga 2, j'ai le même âge que Inga 2. Il n'y a pas eu d'autres éléments en plus. Alors, le secteur privé vient pour faire des inputs, mais il va falloir décider deux choses, ou une chose et l'autre après. Qu'est-ce que l'on fait du secteur public? La loi 14.011 libéralise le secteur du côté de l'électricité, la 15.026 libéralise le secteur du côté de l'eau, mais si l'État ne rend pas performantes les entreprises du portefeuille, c'est une mort préméditée. Donc, ces sociétés publiques vont mourir, alors qu'elles ont beaucoup à offrir. Nous pensons que le partenariat public-privé est une voie de sortie, mais en même temps, il faut préserver ce qui existe dans les entreprises publiques et rendre en même temps rendre compétitives les sociétés publiques dans l'arène qui vient de s'ouvrir. Sinon, c'est une bataille perdue d'avance. Voilà. Donc, il faut renforcer le portefeuille, il faut les accompagner, mais en même temps, à travers des réformes comme ça a été signifié ici, accompagner aussi le secteur légal pour asseoir cette compétition. Merci, M. Mabiala. Donc, il faut renforcer les compétences et accompagner les opérateurs. Merci beaucoup. Nous avons 10 minutes qui nous restent, donc 2 minutes pour chacun, pour répondre à une deuxième question. Si je reviens vers vous, M. Chilumba, quels seraient pour vous les bons mécanismes de contrôle, de gestion, de transparence et même de reddition des comptes pour les sociétés du portefeuille? Bon, merci encore pour la question. Je crois qu'il faut faire la part des choses. La science de gestion d'une entreprise ou l'exercice de la gestion d'une entreprise, ce n'est pas nouveau. C'est seulement comment on applique et dans quelle structure, dans quel écosystème on applique ça. Quand j'ai une entreprise, on a une vision. D'accord ? On met la stratégie pour exécuter la vision. Et on veut à tout prix qu'à l'intérieur, qu'il y ait une excellence dans les opérations. L'excellence dans les opérations, ça comprend la transparence dans la gestion, dans les décisions de gestion, dans les finances, dans les ressources humaines, dans les approvisionnements, etc. En exemple concret, comment ça se passe à la Régie des eaux aujourd'hui? Je vais y arriver. Je vais tout simplement vous dire que ce sont des problèmes élémentaires de gestion que nous avons rendus ici, problèmes difficiles parce que l'écosystème n'a pas été intègre. C'est pourquoi je veux tout simplement vous dire que la première chose, c'est créer l'intégrité. Quand vous avez l'intégrité, et en interne et en externe, tous ces problèmes vont disparaître. Ils ne vont pas disparaître d'eux-mêmes, il faut en avoir le savoir. Nous avons une expertise extraordinaire que vous ne connaissez peut-être pas. Donc ce sont des petits problèmes que nous allons résoudre. Aujourd'hui, la Régie des eaux, c'est peut-être la compagnie la plus digitalisée du secteur, dans le portefeuille de l'État. Chaque abonné de la Régie des eaux peut payer sa facture en ligne, il peut payer sa facture par carte de crédit, il peut payer sa facture par voie bancaire, il peut payer dans le confort de son choix, chez lui à la maison, à son bureau. Ça n'a jamais été fait dans ce pays, mais c'est un problème qu'on a résolu dans 2-3 mois. Je veux juste vous donner ça comme exemple pour vous dire que ce sont des petits problèmes. Ce qui est important, il faut créer d'abord la culture d'intégrité. C'est ça, la transformation culturelle de quoi je parle. Merci beaucoup, M. Chilumba. Donc la transformation qui passe par l'intégrité, qui passe par l'éthique avant tout, avec un petit soutien de la digitalisation. Absolument. Il faut redéfinir la vision, il faut définir les valeurs, il faut définir la mission. Il faut que chacun s'approprie ces valeurs. Il faut les vivre. Ce ne sont pas seulement les valeurs du bureau, ce sont les valeurs qu'on intègre dans la vie. C'est comme ça que le secteur privé fonctionne. Merci. Merci beaucoup, M. Chilumba. Très rapidement, M. Luamba.
vous êtes en plein exercice de notation financière pour la SNEL. Selon vous, quel est l'avantage en fait de la notation financière dans le développement des activités des sociétés du portefeuille? Merci beaucoup. Je pense que ça, c'est une activité essentielle qui permet aujourd'hui une entreprise comme la SNEL à pouvoir s'arrimer à un très haut niveau, parce que ça permet à avoir une certaine visibilité même des investisseurs. D'autre part, à pouvoir avoir des éléments sensibles sur la SNEL. Et en même temps, ça permet à nous, en interne, à pouvoir se mettre dans le cap de pouvoir toujours travailler sur la performance de certaines activités. Nous nous alignons dans de nouvelles performances et nous visons à les atteindre, que ce soit à court ou à long terme. Et je pense que c'est une activité aujourd'hui que nous avons accueillie à bras ouverts à la SNEL et que nous sommes en train de pouvoir accompagner et très rapidement l'activité sera même achevée. Merci beaucoup, Monsieur Luamba. Je vais retourner vers Monsieur Gomez très rapidement, avec un accent un petit peu plus différent sur la question. Donc aujourd'hui, la RDC s'est un petit peu positionnée comme pays solution dans la lutte contre les changements climatiques. Quelles opportunités identifiez-vous pour les sociétés du portefeuille de l'État dans la réussite de la stratégie de lutte contre le changement climatique en RDC? Alors, comme vous avez demandé initialement, pour des panels comme celui-là, c'est peut-être de donner aussi des idées et des recommandations. Dans le modèle de gestion de portefeuille de pas mal de pays, la meilleure pratique qui a été créée jusqu'à présent, c'est la pratique de Singapour, où elle a sorti certaines entreprises du portefeuille géré par le portefeuille d'État pour le mettre dans une entité spécifique pour créer de la valeur et de la compétition. Donc c'est quelque chose à étudier, dépendant du secteur. Ce n'est pas toutes les entreprises du portefeuille, mais il y a certaines entreprises du portefeuille qui ont une certaine valeur, dans lequel vous pouvez créer un nouveau véhicule. Vous mettez ces entreprises dans ce nouveau véhicule, et ce véhicule peut être noté. Les entreprises à l'intérieur de ce véhicule peuvent être aussi notées. Ça crée de la valeur et ça permet d'aller chercher du capital. Parce que le Congo a besoin de capital, plus de capital pour vraiment valoriser son potentiel. Par rapport à la question du changement climatique, je viens d'un tout petit pays. Je viens de la Guinée-Bissau. Ces dernières années, on a tous poussé pour que... Nous sommes 1,5 million d'habitants, donc nous sommes un quartier de Kinshasa. Mais nous avions un problème majeur d'électricité. Nous avons tout fait pour pouvoir bénéficier d'un barrage en Guinée-Conakry qui nous permettra, à partir de la fin de l'année, avec un peu de chance, de pouvoir avoir nos besoins couverts à 45% par l'électricité qui vient du pays voisin. Alors vous imaginez que, comme tout le monde a parlé tout à l'heure de Inga, si Inga existait, ce que ça pourrait faire pour le reste de l'Afrique. Mais Inga, malheureusement, ou heureusement, est un actif africain, mais c'est un actif congolais. Et je dis toujours à mes collègues, j'ai eu l'opportunité de travailler à la Banque mondiale pendant plusieurs années, nous sommes tirés les cheveux parce que nous voulions tous que Inga soit fait, donc tout, c'était devenu un critère de performance. Comment pouvoir contribuer pour que Inga existe? Je pense après tout que Inga, le grand Inga qu'on veut, ou le grand projet Inga, est d'abord une décision qui sera politique, une décision qui sera congolaise, et si le Congo accepte, elle peut jouer un rôle énorme pour le changement climatique. Et c'est un actif qu'à mon avis, devrait être mis dans un véhicule que les Congolais devraient maîtriser d'abord avant de le présenter à qui que ce soit. Soit-il américain, chinois, qu'il vienne de la planète Mars. Je pense que c'est d'abord un véhicule qui doit être maîtrisé dans un véhicule pour lequel les Congolais peuvent faire venir d'autres investisseurs. C'est mon choix. Et je pense que si on arrive à avancer avec Inga, l'impact que ça va avoir sur le reste de l'Afrique est énorme. Sur la partie donc, de la forêt, la question du carbone, etc., c'est un grand défi dans la transition. Il faut que les pays de l'Ouest soient sérieux sur la question du prix du carbone, parce que le carbone doit être un actif sur lequel on peut leverage pour le développement. Et c'est dans ce sens-là que la transition devra se faire. On ne peut pas aller nous endetter ou d'aller quémander chez les autres pour financer notre transition. Et je pense que c'est un message que j'ai cru comprendre a été clairement présenté à Paris, mais il faut continuer à le marteler pour que les gens comprennent que c'est un actif auquel le Congo et le reste de l'Afrique est prêt à mettre
comme un bien global, mais ce n'est pas gratuit. Donc c'est mon point de vue par rapport à ça. Merci beaucoup, M. Gomez. Donc, un besoin d'attirer des investissements dans un véhicule qui profite d'abord aux Congolais. Si je reviens vers vous rapidement, M. Cagnoni, concernant l'attraction des investissements, là, nous avons parlé du cas de Inga, mais de façon générale, quel rôle les sociétés de portefeuille peuvent jouer dans l'attraction des investissements en RDC? La première des choses, c'est d'abord la loi. Et je suis très heureux que nous soyons avec les ministres ici. Donc, de ce côté-là, il faut réformer aussi davantage. J'ai parlé des incitations par rapport à la fiscalité. C'est très important. Mais moi, je voudrais d'abord vous dire une chose. Moi, avec Tembo Power, je viens de passer à peu près 5-6 ans en train de travailler sur un projet. Monsieur Gomez, peut-être qui a travaillé à la Banque mondiale, il sait comment est-ce que c'est laborieux. Il faut impérativement des études. Et quand nous faisons des études, nous ne voulons pas faire des études, comme on dit, moyennes. Donc, si nous devons lever de l'argent pour notre projet Tembo Power, on parle de 300 millions de dollars. Nous nous assurons que les études techniques, environnementales soient, comme on dit, liées au standard AFC, au vrai sens du mot. Il faut lever de l'argent. Nos banques ici, je vois qu'il y a des banquiers dans la salle ici. C'est devenu très difficile aujourd'hui de lever de l'argent localement. Il faut aller à l'extérieur. C'est un peu dans cet exercice-là que nous avons. Mais si on doit travailler avec les banques locales, il faut impérativement qu'on fasse ce qu'on appelle syndication. C'est-à-dire que c'est 3 ou 4, 5 banques qui vont se mettre ensemble. Je vous ai parlé du projet de Yves Kabongo, d'Eric et les miens. On va parler de plus d'1 milliard de dollars. Et je ne pense pas qu'il y ait une banque ici qui soit à même, effectivement, de nous suivre de ce côté-là. Donc, nous pensons que si on arrive à travailler étroitement avec les pouvoirs publics, et là, franchement, on s'est dit cette opportunité-là, le président de la République nous soutient beaucoup dans cette approche-là. Il insiste beaucoup pour voir un peu comment est-ce qu'on va créer des capitaines d'industrie congolais au vrai sens du mot. Ce n'est pas normal qu'on soit un pays minier, aujourd'hui, avec une grande vocation que nous avons pour donner de la valeur ajoutée localement et qu'on n'ait pas d'énergie et qu'on aille chercher cette énergie-là à l'extérieur. Alors qu'en interne ici, on peut le faire. Monsieur Drolia qui est là aussi, il a un projet aussi qui est similaire. Comment est-ce qu'on peut essayer un peu de mutualiser tous les projets qui sont en place pour aller de l'avant? Il y a moyen de le faire. Et nous, je voudrais vraiment le dire, on va travailler étroitement avec vous. Parce que la SNEL, je considère qu'elle a quelque chose qui est extraordinaire. Elle a une autoroute qui s'appelle les lignes de transmission. Mais cette autoroute-là, aujourd'hui, elle est cabossée. Elle a besoin qu'elle soit un peu réhabilitée davantage pour voir un peu comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Même tous qui ont l'ambition de produire tout à côté de nous, ils ne pourront jamais être à même de ramener cette énergie chez nous si on ne compte pas avec les lignes existantes de la SNEL. Donc voilà des genres un peu, comme on dit, des synergies que nous, les secteurs privés, nous pouvons essayer un peu de développer avec le public et aller de l'avant. En ce qui concerne Tembo, les DGA, les C, nous travaillons déjà ensemble pour mutualiser. Notre clientèle cible, c'est la clientèle des miniers. Elle est à 75-95 km et pour Eric, elle va même au-delà de 100 km. Comment est-ce qu'avec les bailleurs de fonds, Monsieur le ministre des Finances, la Banque mondiale ou bien la Banque africaine de développement, on peut avoir des lignes de transmission qui puissent permettre à ce que notre industrie puisse d'abord fonctionner en plein régime. Je suis vice-président de la Chambre des mines. Madame, je peux vous dire qu'on fait 2 millions de tonnes de cuivre aujourd'hui. Mais on peut le doubler, mais on n'a pas d'énergie. Et ça, c'est tout le monde perd. Nous, comme miniers, nous perdons. Nous, comme IPP, développeurs du secteur de l'énergie, on perd. Et les gouvernements aussi perdent aussi en termes de revenus engagés. Et là, franchement, moi, je suis très, très, très friand de cette dynamique qu'on peut développer ensemble. Les publics, les privés et surtout les gouvernements pour voir un peu comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. J'y crois fondamentalement. Je voudrais finir par là. Je suis souvent frustré quand je vois que même les autres pays commencent à se dire comment est-ce qu'on va faire avec le Congo. C'est à nous. La volonté politique revient chez nous. Ça fait plus de 36 ans que Inga a montré ses limites. Même si on peut booster Inga, est-ce qu'il y a moyen de dupliquer des petites bonnes expériences qu'ils peuvent produire? Là, je travaille avec un consortium égyptien à 25 km de Mbujimai sur un projet solaire. Et je peux vous dire que, Dieu voulant, avant la fin de cette année, on va produire 10 MW. Et j'ai honte de dire que ce sera le plus grand parc solaire au niveau de notre pays. Donc il y a moyen de faire des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cagnoni. Donc très clair, hein, l'électricité, mais aussi l'eau, sont des fondamentaux pour permettre à d'autres secteurs d'activité d'éclore, les mines, l'agriculture et tant d'autres. Pour clôturer, donc la toute dernière question pour Monsieur Bob Mabiala. Peut-être si vous nous parliez un petit peu de la DPI. Comment vous définissez les activités de cette agence et comment nous aider à comprendre la stratégie que vous avez pour soutenir le secteur?
Merci madame. J'essaierai de faire court parce que ADEPI est lié au projet INGA. Donc je répondrai en même temps pour répondre à la préoccupation du secteur public ainsi que du secteur privé, parce que le projet a en même temps sa première phase est en développement en PPP, donc le public et le privé. Alors, l'ADEPI est une agence qui est liée directement à la présidence de la République. Elle est créée pour gérer le développement du site d'Inga et la promotion du site d'Inga. 42 000 mégawatts, un des freins de développement dès le départ était la formulation du projet sous un développement unique d'une centrale unique. Ce qui a rendu le projet difficile à développer parce que le coût du mégawatt-heure initial serait onéreux. Avec une étude de faisabilité faite sur financement de la Banque africaine, il a été convenu que le moyen optimal de développer les 42 000 restants, c'est par phase. Mais chacune des phases devrait être développée suivant une demande bancable et avec des acheteurs crédibles. Je viens donc à INGA 3, qui est la première phase. INGA 3 est à développer en partenariat public-privé, mais l'élément essentiel aujourd'hui dont on devrait parler, c'est cette demande bancale. Nous parlons des déficits à gauche et à droite. Nous sommes en train de parler, SNEL et Régie des eaux, ils sont en train de parler du prix de vente qui ne couvre pas le prix de revient. Mais si nous devons développer en partenariat public-privé, le privé met en place un véhicule pour pouvoir développer le projet après avoir signé un contrat de concession avec l'autorité concédante qui est ADEPI. Mais lui prépare des Power Purchase Agreements pour lesquels il doit fixer des prix du kilowattheure. Au bout de la ligne, qui achète l'énergie? Un privé, un développeur, c'est qui importe le plus pour lui pour investir des milliards, avec une formule en dette equity, la grande partie étant sur la partie dette, qu'il ira lever auprès des banques. La même question lui sera posée par les banques. Où est la demande bancable? Je pense donc qu'aujourd'hui, un travail devra être fait au niveau local, d'abord au sein de la République, au sein des acteurs majeurs, pour présenter des demandes bancables. Et une fois que cette demande bancable est stratifiée et classifiée, c'est là maintenant qu'on peut rentrer vers le développeur et reparler carte sur table sur des éléments bancables. Mais en même temps, ces différents secteurs qui présenteront des demandes bancables, sont-ils prêts à signer ou à s'engager sur des accords, à des termes à négocier, pour dire que j'ai besoin de cette énergie à tel horizon et je m'engage le cas échéant? Évidemment, il y a des éléments sur lesquels on peut débattre. Parce qu'on se met d'un côté où il y a un investisseur, de l'autre côté où il y a quelqu'un qui demande, mais qui fait le premier pas pour dire j'ai besoin de ceci et voici mes capacités? Donc, dans cet atelier, cette conférence, je pense que les prochains jours, les prochaines semaines, nous entrerons en contact avec différents secteurs et nous invitons justement ces différents secteurs aussi à se présenter au sein d'ADEPI pour que nous puissions stratifier cette demande. Il faut qu'on soit capable de chiffrer aujourd'hui la demande est à combien et chacun de ces acteurs doit être capable de dire sur cette demande, voici mon taux d'engagement. Et je pense que c'est un point de départ où on peut commencer pour résoudre certains problèmes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mabiala. Merci beaucoup à tous nos panélistes sur ce panel, sur le société du portefeuille, avec un accent particulier sur l'eau et sur l'énergie. Eh bien, j'espère que cette première expérience de notation ne sera pas la dernière et que ça va vous permettre de vous construire une nouvelle façon de travailler qui va inclure cette capacité à se mesurer au fur et à mesure que vous avancez. Et globalement, si je peux résumer ce que nous avons dit aujourd'hui, il y a besoin de réformer, il y a besoin de l'éthique, il y a besoin de l'effort de coordination pour créer des synergies, et puis il y a besoin de pas mal d'huile de coude en fait au final pour pouvoir aller attirer des partenaires, des investissements, et puis pouvoir piloter des projets porteurs pour les sociétés du portefeuille. Merci beaucoup à tous.